Salut, c'est Romain, bienvenue dans le 32e épisode du podcast Parlons Design. Et donc dans cet épisode, je vais te donner 6 conseils pour designer une application mobile, ou ça peut même être utile pour un site en version mobile. Alors comment m'est venue l'idée de ce podcast? Pourquoi je te fais ce podcast? Tout simplement, comme je te l'ai dit dans un dernier épisode, je suis en train d'apprendre le développement iOS, donc d'applications pour iPhone, iPad. Et donc pour mettre en œuvre mes compétences, mes nouvelles compétences, j'ai décidé de créer une application qui s'appelle Sésame, qui est en fait un coffre-fort pour mots de passe. Donc avec l'expérience que j'avais eue par le passé avec des applications de coffre-fort pour garder vos mots de passe, j'avais en gros récupéré tout ce qui me plaisait pas, tout ce que j'aurais préféré comme fonctionnalité, comme expérience utilisateur, pour en gros créer mon application de coffre-fort parfaite qui me conviendrait le mieux à moi et donc peut-être à vous quand elle sera disponible sur l'Apple Store. Et donc vu que c'était mon premier vrai projet d'application mobile bien travaillé, j'ai rencontré des contraintes liées au format, liées à l'appareil. Donc là c'est une application pour téléphone mobile. Et donc voilà, j'ai rencontré pas mal de soucis que j'avais pas forcément bien anticipé dans ma première version du design. Et si je les avais su, si je les avais anticipés, j'aurais certainement gagné du temps. Mais voilà, j'ai rencontré ces problèmes, je les ai résolus, et donc maintenant, je me fais un plaisir de partager ceci avec vous pour que lorsque vous designerez une application mobile, vous pensez bien à ces 6 points très importants à vraiment prendre en compte lorsque vous designez une application mobile. Voilà. Le but de cet épisode, ça va vraiment être de décrypter toutes les contraintes liées au développement mobile pour les éviter dans vos prochains designs. Donc on est parti immédiatement, on enchaîne, pas plus de perte de temps que ça, avec les 6 conseils. Le premier point à ne surtout pas oublier lorsqu'on design pour un téléphone, c'est le clavier. Ce n'est pas un clavier physique sur un téléphone ou sur que quelques téléphones plutôt rares en ce jour, et donc il ne faut pas l'oublier, parce que quand votre utilisateur va devoir remplir une entrée, le clavier va s'ouvrir et va cacher une partie de l'écran qui est assez importante, ça dépend bien sûr de la taille de l'écran, mais qui recouvre quand même une bonne partie de l'écran, et ça, il faut bien évidemment l'anticiper quand vous designez une application mobile. Donc prévoir comment va se déplacer votre écran afin que l'input soit visible par l'utilisateur une fois que le clavier sera ouvert. Peut-être le placement du bouton pour remplir un formulaire. Est-ce que finalement il vaudrait mieux pas le mettre à une place fixe en haut à droite où l'utilisateur pourrait, même quand le clavier est ouvert, valider ses choix, ou peut-être même faire scroller l'écran assez haut pour que l'utilisateur puisse cliquer sur le bouton de validation sans avoir à quitter le clavier, puis ensuite à valider. Donc voilà, le clavier c'est vraiment quelque chose au début où j'y avais pas vraiment pensé, j'y avais pas vraiment réfléchi, et donc quand j'ai commencé à développer, je me suis dit, mais mince, c'était évident finalement, mais je n'étais pas habitué, j'y avais pas pensé, et du coup j'ai dû un peu remodifier mon design, même si c'est normal, mais si j'y avais pensé plus tôt, voilà, j'aurais pas dû revenir sur mon design alors que j'étais dans le développement. Voilà, le premier point, c'est vraiment penser au clavier. Ensuite, le second point vraiment majeur, c'est penser votre application pour l'utilisation à une seule main. La majorité des utilisateurs utilisent leur téléphone avec une seule main et principalement la main droite, étant donné qu'il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Et donc certaines zones de l'écran sont bien plus accessibles que d'autres. Vous pouvez trouver de nombreux graphiques en fonction de taille d'écran sur internet en tapant accessibilité écran smartphone. Voilà, je vous mettrai peut-être un petit lien dans la description si j'y pense. Et même une certaine zone est en général cachée par le pouce. Donc ça, faut y penser pour le placement des éléments. C'est-à-dire que les boutons les plus importants, ce que l'utilisateur doit principalement voir, doit être placé dans la zone facilement accessible. Et le texte, les images, le contenu où l'utilisateur ne risque pas de cliquer dessus, enfin où n'a aucune utilité à cliquer dessus, peut être placé dans les zones plus difficilement accessibles par le pouce, parce que ça n'a pas d'intérêt de pouvoir mince, les toucher. Enfin voilà, il ne va pas souhaiter les toucher, donc on peut les placer dans des zones plus difficilement accessibles. Mais un bon exemple de comment adapter son design à l'utilisation à une seule main, c'est que sur mon application donc de coffre-fort pour mot de passe, j'ai placé la barre de recherche en bas, parce que c'est une zone relativement simple
à accéder avec un seul doigt, surtout que maintenant les smartphones sont de plus en plus grands, donc le haut de l'écran est de plus en plus difficilement accessible. Donc en plaçant cette barre de recherche en bas, on peut vraiment rechercher beaucoup plus rapidement que si elle était placée en haut. Et donc voilà, ça c'est un exemple de design vraiment calculé pour l'utilisation à une seule main et donc l'utilisation rapide sans risque de faire tomber son smartphone. Voilà, ça c'est le deuxième point également très important qui peut paraître logique, mais au début on n'y pense pas forcément. Et donc voilà, pour ce premier design, je pense que ça peut vous aider d'apprendre ces petites astuces, on va dire, pour créer une application mobile pour la design. Ensuite, le troisième point, c'est la taille des boutons. Sur un ordinateur, déjà un bouton trop petit va être un peu plus difficilement cliquable, malgré que la souris ait une bonne précision, mais avec les doigts sont beaucoup plus gros que la souris, et donc il faut des boutons plus gros. Donc là, la règle, on va dire, basique, c'est la règle des 44 pixels qu'on retrouve sur pas mal de sites, sur pas mal de blogs qui conseillent ça. C'est qu'en gros, avec un bouton de 44 pixels au minimum, normalement l'utilisateur devrait bien le toucher dans 90% des cas, ce qui fait donc la majorité, mais plus gros, ça peut évidemment être un plus. Et voilà, la règle des 44 pixels, histoire que votre utilisateur puisse accéder au bouton facilement sans devoir taper 10 fois avant de réaliser l'action qu'il souhaite faire. Également, il faut prendre en compte l'espacement entre les différents boutons d'action, encore une fois à cause de l'imprécision de nos doigts par rapport à une souris, et pour éviter que l'utilisateur se trompe d'action. Voilà, ça c'est un autre point, adapter les zones cliquables à la taille d'un doigt, et non pas à la précision d'une souris. Ça c'était le troisième point, on va passer au quatrième point, on est déjà à la moitié. Encore une fois par rapport aux doigts, on enchaîne. Le feedback dont je vous ai parlé dans le précédent épisode, il me semble, c'est très important si vous avez écouté l'épisode 31. Et sur mobile, il faut encore plus y faire attention parce qu'il faut que ce soit justement visible derrière le doigt. Un tout petit effet d'ombre sur un petit bouton rond, il y a de grandes chances que l'effet soit tout à fait caché par le doigt de l'utilisateur et donc qu'il ne voit pas du tout s'il y a eu d'action, de feedback renvoyé par l'application, et donc ils ne comprennent pas si l'action a bien été comprise ou non. Et donc il est important que le feedback soit fort visuellement, histoire que l'utilisateur le remarque bien, et oui, que ce soit vraiment visuel et que finalement ce soit pas une animation inutile que personne ne voit. Ça c'est un point très relié à la taille des boutons, mais qui est important à souligner. Euh, voilà, mais pareil, il y a pas d'effet on-over, c'est-à-dire que sur ordinateur, quand vous passez la souris sur un bouton, il peut s'illuminer, changer de couleur, changer de taille, n'importe quoi, mais on ne peut pas faire ça sur mobile, car il y a uniquement soit pas de contact avec le doigt, soit le doigt posé, mais pas d'effet de passage au-dessus, ou en tout cas pas encore, nos écrans ne sont pas encore capables de détecter si notre doigt passe au-dessus de l'écran ou pas. Donc ça, faut y faire attention également. Le cinquième point, c'est le remplissage des inputs, les remplissages des champs de texte, des champs de date, des champs de n'importe quoi. Sur ordinateur, c'est déjà très agaçant à remplir, mais sur mobile, c'est encore plus compliqué. Donc je vous conseille déjà, pour toute interface que vous designez, essayez d'optimiser les entrées de données, la façon dont on entre, le simplifier au maximum, demander le moins d'informations possible, demander uniquement les informations nécessaires, mais sur mobile, c'est d'autant plus important, car les utilisateurs vont être beaucoup plus facilement découragés sur mobile à remplir de nombreux champs, euh, que sur un ordinateur. Pour ça, il y a plein de choses pour optimiser ce remplissage des données. Ça peut être le passage automatique d'un champ à un autre. Par exemple, si vous demandez une date d'anniversaire, que les gens tapent les numéros, hop, il va taper 02 pour dire qu'il est né le 2, hop, ça va passer directement à la case des mois où il peut mettre le 03 pour mars, et hop, ça va directement passer à la case suivante, ce qui permet un remplissage bien plus fluide et qui évite d'appuyer sur un bouton à chaque fois pour passer au champ suivant. Ça peut être une bonne solution, mais pas dans tous les cas, bien évidemment. Il faut être sûr que l'utilisateur a bien fini de remplir la case qu'il était en train de remplir. On peut également utiliser peut-être des roulettes, là, la roulette basique d'Apple, dans les cas les plus adaptés, ou même un date picker qui peut être utile pour remplir une date, mais pareil, il faut vraiment savoir s'adapter à chacun des cas pour optimiser à fond l'entrée de données. Aussi une solution très simple à laquelle il faut penser, sur mobile, on peut choisir quel type de clavier en fonction de quelle
quel texte on souhaite entrer. Donc ça, c'est important de l'adapter pour simplifier le remplissage des données par l'utilisateur. On peut aussi essayer de proposer le remplissage automatique qui va faire gagner beaucoup de temps à l'utilisateur et qui est vraiment une aide géniale. Donc voilà, ça faut vraiment optimiser au maximum l'entrée de données, la simplifier au maximum, car sur mobile c'est encore plus compliqué que sur un ordinateur et encore plus fatigant pour l'utilisateur de remplir des champs. Et donc il faut vraiment leur simplifier la vie au maximum et bien penser à des solutions innovantes, originales, pour faciliter le remplissage de données. Voilà, ça c'était un point très important qui peut aussi s'appliquer sur ordinateur, sur le design d'interface, mince comment on dit ça? D'interface bon, pour l'ordi, mais encore plus pour les mobiles. Bon, et on en arrive au sixième point, qui va être de penser aux fonctions spécifiques et aux demandes utilisateurs. C'est-à-dire que sur un téléphone, aujourd'hui, il y a le GPS, l'authentification biométrique par le visage, par l'empreinte, par n'importe quoi. Et donc ça, il faut l'utiliser au maximum, parce que ça fait gagner un temps fou. En général, par exemple, l'authentification biométrique niveau sécurité, c'est excellent, et c'est vraiment beaucoup plus pratique pour l'utilisateur, ça lui évite de remplir des champs, donc on en revient au point précédent, hein. Pareil, au lieu de demander de saisir une adresse, vous pouvez peut-être utiliser le GPS du téléphone pour remplir automatiquement l'adresse et encore une fois gagner du temps. Voilà, faut vraiment penser à ces fonctions spécifiques que proposent les téléphones grâce aux capteurs qu'ils possèdent et aux fonctions spécifiques afin d'optimiser l'expérience utilisateur. Et le dernier point qui est lié à ceci, c'est qu'en général, pour utiliser ces fonctions spécifiques, on a besoin de demander l'autorisation de l'utilisateur. Et la grosse bêtise que l'on pourrait faire, c'est de demander à l'utilisateur dès qu'il lance l'application la première fois. Sauf que les chances qu'il refuse cette demande sont beaucoup plus importantes. Je vous propose donc, au moment où vous designez votre application, de bien penser à quel moment vous allez demander les autorisations à l'utilisateur. Est-ce qu'avant il y aura une petite page d'introduction qui va leur expliquer pourquoi vous avez réellement besoin de cette fonction spécifique du smartphone? Et de le demander au bon moment. Pareil pour la fonction spécifique des notifications qui est liée au smartphone, les utiliser à bon escient. J'essaierai peut-être d'ailleurs de faire un épisode prochainement sur ce sujet, comment utiliser les notifications à bon escient. Et donc voilà, ces 6 points, je vous les redis, bien penser au clavier qui s'ouvre et qui cache une partie de l'écran, l'utilisation à une seule main, la main droite majoritairement, en 3, la taille des boutons, parce que ça doit être adapté au doigt. En 4, ce qui y est lié, le feedback qui doit être visible derrière un doigt. En 5, le cinquième point, optimiser au maximum vraiment le remplissage des données, le simplifier au maximum pour faire gagner du temps à l'utilisateur. Et le dernier point, c'est penser à utiliser les fonctions spécifiques des smartphones à bon escient, tout en demandant l'autorisation de les utiliser au bon moment pour optimiser l'autorisation et du coup optimiser l'expérience de l'utilisateur. Voilà, j'espère que ce podcast t'a aidé si tu comptes designer une application mobile prochainement. Si tu as d'autres conseils à filer aux auditeurs de Parlons Design, je te propose de les mettre en commentaire si tu es sur YouTube ou de me les envoyer sur Twitter si tu préfères, tout simplement. D'ailleurs, dernièrement, il y a pas mal de monde qui a partagé le podcast sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Je vous en remercie, ça m'aide vraiment. Au passage, je remercie beaucoup David Bolland, donc, qui a créé il y a 2 mois à peu près, il me semble, le podcast Power of Design, qui a une philosophie un peu différente du mien, même assez différent, mais qui parle du design, mais plus lié au marketing, comment vendre, entre guillemets, grâce au design, quelle est l'utilité du design, et son slogan c'est un peu le design finalement c'est simple, qu'est-ce qu'on peut faire de simple pour que ce soit efficace. Je pense vraiment que ça peut vous intéresser, donc je vous mettrai un lien dans la description. C'est vraiment un très bon podcast. Vous allez voir, c'est une ambiance tout à fait différente de Parlons Design, mais qui peut être, je pense, très complémentaire. Donc je vous le conseille vraiment. Je vous mets les liens dans la description. On va finir ce podcast. Pensez à vous abonner si vous avez apprécié, à le partager sur les réseaux sociaux, comme l'ont fait de nombreuses personnes ces dernières semaines, et ça a beaucoup aidé. On est déjà bientôt à 200 abonnés sur YouTube, c'est génial. Et une chose que je vous demande, que je vous ai jamais demandé d'ailleurs, si vous aimez le podcast, pensez à le noter sur Apple Podcast.
avec 5 étoiles si possible et un petit commentaire en donnant votre avis. Ça aiderait à le faire connaître encore un peu plus sur la plateforme de podcast qui est Apple Podcast et que j'aimerais bien développer parce que c'est vraiment l'esprit, c'est vraiment l'esprit podcast à écouter à emporter, en marchant, en courant, dans la voiture, n'importe où. Donc voilà, si on peut le faire un peu plus connaître sur cette plateforme, ce serait vraiment génial. Donc s'il vous plaît, allez noter le podcast sur Apple Podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.